à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Au gré des pages. Aujourd'hui, nous recevons une autrice passionnée de romans policiers qui va nous parler d'une histoire incroyable, une histoire de crime, un crime entre Martiniquais dans les années 30 à Paris. Une histoire qui a défrayé la chronique. Mais cette autrice est aussi passionnée d'histoire de l'art. Elle est professeure d'université à l'Université des Antilles Guyane et elle va nous parler de ce roman incroyable qui est Ange Soleil. Il s'agit de Christelle Lozère. Christelle, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Nous sommes ravis de vous recevoir. Vous nous présentez aujourd'hui votre premier roman historique. Enfin, on dit roman, mais ce n'est pas vraiment un roman puisque c'est une histoire vraie. Une histoire qui s'appelle L'affaire Ange Soleil, le dépeceur d'Aubervilliers. Mais avant de rentrer dans ce crime, le détail de ce crime sordide, comment expliquer à nos téléspectateurs le lien entre vos fonctions de professeur d'université, spécialisé en histoire contemporaine des Antilles, et l'écriture de cette histoire de crime? Alors déjà, je suis passionnée de polar depuis l'enfance et je travaille sur l'histoire de l'art des Antilles depuis une quinzaine d'années, depuis que j'étais recrutée à l'Université des Antilles, et particulièrement de la période de l'entre-deux-guerres, où j'ai travaillé sur l'exposition du tricentenaire. Et c'est dans ce cadre-là, donc c'est en 1935, que, en croisant dans la presse, en dépouillant la presse, je vois dans Détective une affaire criminelle juste incroyable, et dans un rêve, dans un temps très court, de faire un polar qui a toujours été mon souhait, je vois l'occasion de pouvoir me lancer, d'avoir une petite trame pour me lancer dans le roman. Voilà. Alors, c'est une histoire incroyable. Donc, entrons dans cette histoire. L'affaire Ange Soleil, le dépeceur d'Aubervilliers, qui a été souvent qualifié de crime sordide, remonte dans les années 30. C'est une histoire criminelle. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, en fait, c'est une histoire vraie. Que j'ai écrit à partir effectivement des archives, notamment du dépouillement du dossier d'assises de cette affaire. Elle se passe en février 1935 et on découvre dans un appartement d'Aubervilliers le corps en 8 morceaux d'une femme. Voilà. Le corps découpé en 8 morceaux, avec la main qui sort du funeste tombeau, puisque c'est une malle cimentée d'un sordide appartement. Et c'est l'enquête qui va être menée par la police. On découvre très vite le criminel et ça nous plonge dans la communauté antillaise de Paris, puisque les protagonistes sont martiniquais, mais aussi guadeloupéens. C'est ça, donc le criminel est martiniquais, il s'appelle Ange Soleil, incroyable, qui est un nom assez exceptionnel pour un criminel. Tout à fait. Et son épouse? Oui, c'est un féminicide, donc c'est le crime sur son épouse, effectivement. Mais il y a d'autres victimes, pas découpées en morceaux, mais d'autres victimes qu'on va découvrir au fur et à mesure du livre. C'est ça. Donc, en fait, votre ouvrage est vraiment relate tout le procès, puisque vous prenez toutes les minutes du procès pour expliquer les témoignages à la barre de chacun des protagonistes, en fait. Oui, en fait, je suis. Alors, si je devais être un personnage de mon livre, on va dire que je suis le juge d'instruction, celui qui lit le dossier. Et donc, c'est à partir de ce dossier d'assises que j'ai pu reconstituer la découverte du corps, avec aussi la presse, mais aussi l'enquête policière avec le commissariat, donc avec le commissaire Marcel Guillaume, qui est connu qui a inspiré le commissaire Maigret, le juge d'instruction. Donc l'enquête, les témoins, les auditions des témoins, puisqu'il y a toutes ces pièces dans le dossier d'assises, jusqu'à la fin, avec le procès, les 2 procès, voire même les 3, puisqu'il y a l'affaire dans l'affaire. C'est-à-dire? Donc, comme tout livre, comme tout bon polar, on remonte dans le temps pour comprendre comment ça s'est passé, et on découvre une première affaire qui va conduire à la seconde affaire, où la victime va dire à un moment donné, il va me tuer, puisque le criminel a une personnalité assez manipulatrice et perverse, et elle sent qu'il peut être dangereux. Et effectivement, quelques années plus tard, elle va en payer le prix. C'est ça. Alors, il y a beaucoup de femmes dans cette histoire. Elles viennent toutes témoigner à la barre, et vous avez choisi cet axe pour ce livre, de rendre hommage
aux femmes et en particulier à cette victime. Tout à fait. En fait, c'est vraiment un polar. Enfin, c'est entre un livre universitaire et un polar. C'est un livre universitaire écrit en polar, voilà. Et un polar écrit par une femme, qui est moi-même. Donc, c'était important pour moi de donner une voix à celle qu'on ne voyait pas dans le dossier. Voilà, parce que déjà la victime, personne ne témoigne. J'ai été frappée pendant le procès. On n'a aucune trace, par exemple, d'un avocat de la défense, enfin, d'un avocat de la victime. Oui. Ce n'est que les avocats de la défense. C'est toujours axé sur la personnalité du criminel, les hommes, etc. Et donc, c'était pour moi important, dans les moments où je pouvais, de prendre donner la voix, voilà, à toutes les victimes qu'on va voir pour essayer de comprendre comment elles sont tombées dans le piège d'un manipulateur, d'un pervers narcissique. C'est ça, parce que dans votre livre, on voit bien qu'elles sont non seulement sans défense, mais presque sans considération aussi par rapport Oui, tout à fait. Il ne les choisit pas par hasard. On voit qu'il cloisonne déjà. Et puis, il prend des jeunes filles très jeunes ou des jeunes veuves. En fait, ce sont toujours des jeunes femmes qui sont fragilisées par la vie et extrêmement amoureuses. Il arrive à les charmer, il leur dit ce qu'elles ont envie d'entendre. En fonction des personnalités, il s'adapte. S'il y a de l'argent à prendre, il s'invente une carrière un petit peu plus, qui donne plus envie. Voilà. Mais on voit bien des femmes extrêmement amoureuses, avec tous les mécanismes de l'emprise, et qui parlent encore aujourd'hui. Oui, ça reste un sujet tout à fait d'actualité. Parce que votre livre pose aussi le problème de la considération de ces femmes, qui sont souvent des femmes soit danseuses ou des filles de rue, pour certaines. Et donc, du coup, elles sont pas forcément prises en considération par leur entourage, et c'est presque de leur faute, en fait, ce qui leur arrive. Exactement. Elles sont, face à cette histoire, elles sont souvent moquées. Moi, ce qui m'a frappée dans ces personnalités, c'est que ce soit les veuves ou les jeunes filles, certaines vont faire le choix, parce qu'on est dans un contexte aussi, on est dans les années 30 avec le racisme, le préjugé de race. Elles font le choix d'aimer un homme martiniquais, et parfois ça les coupe avec leur famille. On a une qui avait eu un premier mari guadeloupéen, et on voit qu'elles font ce choix. Elles font ce choix et finalement elles sont trompées. Et c'est une double peine, parce qu'elles sont écartées par leur famille, et en même temps elles sont tombées dans un piège. Et ça alimente bien sûr beaucoup de fantasmes de la presse qui dit que finalement elles l'ont bien cherché et qu'elles sont tombées dans le piège où elles se sont mises toutes seules. Ça, vous soulignez cet aspect des couples mixtes à Paris à cette époque, et de la ségrégation raciale. Tout à fait. Qui est très présent à travers cette histoire qu'on retrouve. Oui, j'étais très étonnée quand j'ai dépouillé le dossier de voir dans les auditions cette place au couple mixte. On voit bien que ce sont des gens qui sont mariés, qui tentent d'être heureux, qui ont des familles, ça se passe bien. Mais c'est vrai que j'étais étonnée de voir un homme noir avec une femme blanche. Et en fait, c'est un peu le modèle qu'on va retrouver dans ces couples. Ça se passe bien, etc. Ouais. Et ces couples qui luttent déjà contre le préjugé de race, vont se retrouver moqués ou accusés par la presse, finalement, alors les femmes, elles sont considérées comme des dégénérés qui vivent avec des Noirs qui ne font que les mettre sur le trottoir ou les amener jusqu'à la mort, en fait. Alors, il y a aussi une dimension politique dans ce livre, puisque c'est à l'époque des expositions. Comment le politique s'en est mêlé et pourquoi ? Alors, bien sûr, comme tout crime, il y a la presse qui s'en mêle et il y a instrumentalisation de cette affaire. On voit très vite que c'est un coup en or pour la presse. Il est métis, il y a les balles nègres, voilà. Donc, très vite, il y a les journalistes qui veulent faire le scoop, ils pratiquent la fake news, voilà. Et donc, d'une certaine manière, on a aussi la politique, on va dire la droite, les journalistes de droite qui vont en faire monter ça en épingle pour en faire le péril noir, en fait, le danger de ces noirs, des voyous. Au-delà du noir, c'est le voyou, la prostituée qui apparaît. Le parti au pouvoir, les radicaux socialistes, dont fait partie Henri Lemery, qui est dans le dossier d'ailleurs, essaye de calmer la
situation parce que se préparent les fêtes du tricentenaire et qu'il faut faire croire que les Antilles, c'est le paradis sur Terre. Ouais. Donc, on étouffe l'affaire. Ouais. Et puis, le parti SFIO, dont l'avocat est membre et proche d'Aimé Césaire, lui va voir le cas du pauvre homme, du peuple qu'on va encore instrumentaliser, etc. Donc, on voit très bien que finalement, ça va servir beaucoup le criminel qui va plutôt bien s'en tirer parce qu'il y a... voilà. C'est ça. Alors, la communauté antillaise, justement, de l'époque s'en mêle et s'empare. Comment elle réagit? Vous parlez d'une omerta générale pour protéger l'ensemble de la communauté antillaise. Oui, il y a une telle montée du racisme, on sent que c'est tendu. Et puis, j'imagine, parce qu'on n'a pas tous les détails, dans les auditions, c'est assez froid, c'est très administratif, mais on ressent des choses et on peut imaginer ces policiers qui viennent dans les lieux des balles, etc. Ça inquiète la population. En plus, ce sont des gens comme Séverine, qui est le monde de la nuit, qui est aussi prostituée, il faut le dire. Elle est dans les maisons de rendez-vous. Donc, on étouffe l'affaire. On voit bien qu'elle est danseuse aux Folies Bergères, mais personne ne la connaît. Voilà. Donc, finalement, personne ne va parler de la victime parce que c'est un monde aussi de la nuit. Et la communauté antillaise va se protéger pour éviter des débordements et calmer aussi les choses. Et je pense qu'ils ont vu assez bien le tricentenaire, ça a pu un petit peu désaturer cette ambiance très très lourde. Voilà. Sans parler de la personnalité du criminel qui a l'air de tirer les ficelles pour menacer peut-être aussi d'une certaine manière, pour calmer, pour manipuler la parole autour de lui. Alors Aimé Césaire aussi s'en est mêlé. Il a même écrit un poème, enfin en tout cas un texte à propos de cet individu. Je vais lire un extrait. Soleil, ange frisé du soleil, pour un bond par-delà de la nage verdâtre et douce des eaux de l'abjection. Mais je me suis adressée au mauvais sorcier, sur cette terre exorcisée, larguée à la dérive de sa précieuse intention maléfique, cette voix qui crie, lentement enrouée, vainement enrouée, il n'y a que de fientes accumulées de nos mensonges, etc. Victoire, victoire, vous dis-je, les vaincus sont contents. C'est incroyable ce texte. C'est vraiment le hasard. Je découvre le texte. Cahier du pays natal. C'est incroyable, c'est incroyable. Et quand je lis mais le hasard m'amène à lire Cahier, et là, c'est tout le crime, mais avec toute la subtilité du poète. Et quand il dit victoire, victoire, c'est la victime, c'est son deuxième prénom, c'est comme ça qu'elle se fait appeler, entre autres parce qu'elle a plusieurs prénoms. Et en fait, on comprend que très certainement, Angelet était très charismatique, surtout pour des jeunes de 18 ans, et qu'il s'est senti aussi trompé. Parce qu'on l'a protégé, parce que c'était un homme charmant, un mari parfait, un homme vraiment que tout le monde va défendre. Et puis la réalité est bien plus sombre, il est très cloisonné. C'est Dr Jekyll et Mr Hyde. C'est ça, il a plusieurs personnalités. Plusieurs personnalités. Et alors la presse de l'époque, évidemment, suit l'affaire de très près, mais il y a quand même des interprétations différentes. Il y en a qui, effectivement, le criminel dépeceur d'Aubervilliers, mais d'autres qui parlent un homme ardent et doux. On parle de danseur mondain. Les avis sont quand même mitigés. Comment est-ce possible? Alors, c'est mitigé. En même temps, il faut comprendre ce qui se passe avec la presse. Au début, on se dit « Waouh, l'affaire du siècle, c'est le nouveau Landru. Il charme les femmes, il y a plusieurs victimes. C'est l'emballement médiatique autour de l'affaire. Et puis, dans un deuxième temps, avec étouffement politique, il faut calmer un peu le jeu, finalement, on va en faire un homme, un crime banal, si je peux me permettre, un banal féminicide. Dans la même période, on a ce type d'affaires, effectivement, qui occupe peu de place. Il faut savoir que la société des années 30 est ultra violente. On voit beaucoup de crimes à ce moment-là. On adore, d'ailleurs, les affaires criminelles. Et là, ça ne prend pas. C'est retombé comme un soufflet. Mais c'est une volonté politique, très certainement. Oui. Est-ce que vous savez si, là, on a la presse au niveau national, est-ce qu'au niveau local, on en a parlé aussi de cette affaire? Ça, c'est juste incroyable. Non. Non, pas du tout. C'est-à-dire que l'avocat, à un moment donné, arrive en Martinique pour soi-disant enquêter sur son passé. Et personne n'est au courant. J'ai vérifié, donc comme toute historienne, je vérifie La Paix, le journal La Paix, ou d'autres. Jamais aucun mot sur Angelet. Personne n'est au courant de rien. De rien.
C'est incroyable parce que ça a défrayé la chronique quand même en national. Oui, mais c'est pas la première fois que je vois ça. Il y a un décalage. Ça, voilà, autant ça a pris dans les journaux, surtout parisiens, mais enfin, la presse nationale, voire même. Et c'est là, c'est intéressant parce qu'on voit la montée du fascisme et du populisme, où l'affaire va avoir plusieurs rubriques en Allemagne. Oui. Voilà. En Martinique, rien. Personne ne le connaît. Ou finalement, on verra. Alors, je ne sais pas si c'est un vrai témoignage. C'est la faute à la victime, là aussi. Elle n'était pas de bonne famille. C'est le pauvre Ange Soleil qui... Voilà. Donc ça, on ne sait pas si c'est vrai, mais en tout cas, aucune trace dans la presse martiniquaise. En tout cas, c'est une affaire assez incroyable, avec un nom assez incroyable aussi, Ange Soleil. Je vous recommande de le lire, Le dépeceur d'Aubervilliers. Merci Christelle pour cette description, d'avoir sorti cette histoire incroyable, et on va la lire. Je vous propose de passer à la face cachée, notre nouvelle rubrique pour connaître vos autres activités. Alors Christelle, je le disais en introduction, vous êtes professeure des universités en histoire contemporaine des Antilles françaises à l'Université des Antilles. Vous êtes aussi co-responsable du master Histoire, civilisation et patrimoine à l'Université des Antilles. Vous avez aussi plein d'autres casquettes. Vous êtes critique d'art, commissaire d'exposition. Vous êtes présidente du comité scientifique du Memorial Act. Et depuis une dizaine d'années, vos travaux portent sur l'histoire de l'art des Antilles françaises et de la Caraïbe en contexte esclavagiste et post-esclavagiste, colonial, de la fin du XVIIIe siècle à la Seconde Guerre mondiale. Racontez-nous un peu cette activité et surtout, vous travaillez sur les artistes antillais à l'époque, à Paris, à cette époque, et contre toute attente, il y en a énormément. Oui, en fait, j'ai été recrutée, alors je viens de Bordeaux en fait, et j'ai été recrutée en 2011 à l'Université des Antilles, et j'avais à cœur de développer l'histoire de l'art, et surtout alors la formation et puis aussi la recherche. Et comme toute chercheuse, j'ai commencé petit à petit. J'ai commencé en reculons à la Seconde Guerre mondiale et j'ai remonté dans le temps jusqu'au XVIIIe siècle. L'idée, c'était de voir quelles étaient les pratiques artistiques en contexte esclavagiste et post-esclavagiste. Et donc, j'ai dépouillé année par année. Et dès qu'il y avait une exposition, un commentaire sur un artiste, je notais le nom. Et petit à petit, je suis arrivée aujourd'hui à presque 600 œuvres. J'ai fait un peu le tour des grands musées pour retrouver 600 artistes. J'essaye de retrouver des collections, des musées, de travailler avec des collectionneurs privés pour écrire cette histoire de l'art des Antilles. Et très vite, je me suis aperçue que ça dépassait la Martinique et la Guadeloupe, puisque les artistes étaient en mouvement. Et donc, soit ils venaient en Martinique, en Guadeloupe, soit pour se former, puisqu'il n'y avait pas d'école d'art avant l'école des arts appliqués en 1943. Donc, le seul moyen, si on voulait être formé, en tout cas être considéré comme un artiste reconnu, il fallait partir à Paris. Donc, finalement, il y a une communauté artistique antillaise qui existe toujours et qui était très présente dès la fin du XVIIIe siècle. Donc, originaire des Antilles, Guadeloupe, Martinique. Ou pas que. Ou pas que. Alors, donc, moi, j'ai essayé d'être le plus ouverte sur mon corpus. Donc, je travaille sur les artistes qui sont natifs des Antilles, des artistes qui sont installés aux Antilles, des artistes qui, depuis Paris, ont représenté les Antilles, sont un peu moins. Mais finalement, j'ai très vite compris que ce qu'on pensait être des œuvres un peu distancées, doudouistes, comme on disait, c'était souvent des œuvres faites par des artistes natifs qui avaient, qui tentaient, qui avaient été formés à l'école française et qui répondaient, on va dire, à la montée du régionalisme, en tout cas pour les années 30, de cette période-là, pour représenter les Antillais du pays. Et notamment ceux de la musique. Beaucoup des portraits féminins qu'on connaît aujourd'hui, petit à petit, on découvre que parfois c'est une danseuse de Biguine très connue ou madame de quelque chose. Ce ne sont pas juste des portraits, ce sont des portraits de personnalités importantes pour la Martinique et la Guadeloupe. Et alors, dans le cadre de ces recherches, de vos recherches, vous avez d'autres livres
vous avez écrit déjà des livres et Oui. vous en avez d'autres en préparation. Oui. Alors, donc, l'année dernière, il y a 2 ans, j'ai publié La croisière du tricentenaire, donc, sur cette incroyable exposition qui a eu lieu à Paris, en Guadeloupe, en Martinique et en Haïti. Donc, La Ferrange-Soleil. Et là, j'ai Histoire de l'art des Antilles en contexte esclavagiste et post-esclavagiste, qui est issu de ce qu'on appelle mon HDR, l'habilitation, qui va faire au moins 400 pages et qui devrait être publié bientôt. Voilà. Et puis d'autres, mais voilà, j'ai toujours des plans de projets qui arrivent. On va vous suivre de près, Christelle. Tout à fait. Je vous propose aussi, puisque vous êtes passionnée de romans, notamment romans policiers, de nous présenter votre coup de cœur du moment dans notre rubrique coup de cœur. Alors Christelle, vous avez choisi un roman policier de nous présenter. Oui, tout à fait. Votre livre du moment, on va dire. Alors je vais être honnête, c'est vrai qu'avec toutes mes activités, j'ai peu de temps pour lire. Mais il y a quand même des moments de vacances où j'aime lire les romans policiers. Alors j'ai choisi celui-là, mais c'est vrai que je suis passionnée. Il y a un auteur que j'aime beaucoup, qui est un auteur italien, qui s'appelle Donato Carricci. C'est un auteur de polar, un criminologue, un historien de l'art, je crois d'ailleurs. Je crois qu'il a fait Histoire de l'art. Et j'adore ses livres, donc je le suis, Le Chuchoteur, Le Tribunal des âmes, etc. Et pour le côté français, j'aime beaucoup Antoine Renan avec un livre qui s'appelle L'Empathie. Mais mon coup de cœur 2024, c'est Jon Esbo, qui est très connu. C'est un auteur norvégien avec un ouvrage qui s'appelle De la jalousie. En fait, ce qui m'a étonnée, c'est que ce sont des nouvelles, en fait. C'est un format qui est assez agréable, surtout quand on n'a pas beaucoup de temps. Oui. Ce sont des nouvelles, donc il y a 7 nouvelles avec des formats assez différents, de quelques pages à plus long. Et en fait, ça travaille autour de cette question de la jalousie, mais de manière vraiment très approfondie, la vengeance. Et il y a toujours ce renversement de situation. On a l'impression d'avoir les clés, et puis finalement, à la fin du récit, on est bouleversé. Voilà. Et donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Ça pose la question de la vengeance, du racisme aussi. Il y a une nouvelle sur le racisme. Ça me fait penser un peu à Edgar Allan Poe avec ses. Voilà, j'ai bien aimé ça. J'aime bien être bouleversée dans mes livres et que j'ai plus de repères. J'aime bien ça. Vous arrivez à le traduire aussi auprès de vos lecteurs dans vos prochains ouvrages ? Oui, j'adore m'amuser dans l'écriture et je m'inspire de ces écritures de policiers que je trouve très, très riches. Et j'aime bien déstabiliser mon lecteur. Voilà. Je l'applique dans ma façon d'écrire et même dans mes livres universitaires. J'adore la complexité. C'est très important pour moi. Vous me disiez en préparant l'émission que vous aviez à choisir un autre métier, vous auriez fait une carrière judiciaire. Oui, j'aimerais bien j'aurais aimé dans mes rêves être juge d'instruction ou avocate. Alors je pense que j'aurais pas pu supporter les crimes et voir le sang. On est très protégé derrière son livre, mais en fait ce que j'aime c'est l'enquête. Et d'une certaine manière, en tant historienne de l'art, quand je passe mon temps dans les archives, c'est de l'enquête policière. C'est pour ça que je me suis vraiment régalée en écrivant mon polar. Là, j'ai vécu un peu un rêve. J'ai eu l'impression d'être, de vivre cette carrière ratée ou autre. Mais effectivement. En fait, c'est vraiment le lien entre votre métier de chercheuse et d'histoire de l'art avec le métier de roman policier. Tout à fait. Mais il y a des points communs, c'est dans l'enquête. Mais de manière, on va dire, très protégée à la maison, derrière les archives, dans ma grotte, puisque je suis un ours à la maison qui travaille de manière... J'aime la solitude, alors qu'effectivement, si j'étais dans le judiciaire, je devrais être sur le terrain, avoir des choses qui me traumatiseraient. Ouais. Donc ça reste un rêve, que je peux vivre à travers le roman policier, et j'espère en écrire d'autres. Ce n'est que le début. Écoutez, on va vous suivre avec intérêt, Christelle. Merci beaucoup. Merci. Cette émission s'achève. Merci d'avoir partagé avec nous cette histoire sordide et incroyable. Et puis, votre métier d'histoire de l'art, qui nous fait rêver aussi. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs. Cette émission s'achève. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode Au gré des pages, pour découvrir un nouvel auteur et son nouvel ouvrage. Merci, à bientôt.